T'as déjà eu l'impression que t'arrivais toujours trop tard pour investir? Que les vraies opportunités, tu les vois passer après que tout le monde ait déjà fait x2 ou x5 dessus? La vérité, c'est que les gros gains en bourse, ils viennent rarement de la chance. Ils viennent des grandes tendances de fond, celles que tu vois pas forcément bouger au jour le jour, mais qui façonnent littéralement l'économie pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et le truc, c'est que toutes ces vagues sont déjà en mouvement. Il y a déjà des boîtes qui surfent dessus à pleine vitesse, pendant que la majorité regarde ailleurs. On va voir aujourd'hui les 7 méga tendances pour cette année et les décennies à venir. Et surtout comment toi, tu peux t'y positionner intelligemment sans tomber dans les effets de mode. Allez, installe-toi bien parce que ce qu'on va voir là, ça pourrait littéralement changer ta manière d'investir pour toujours. Ok, faisons une pause de minutes et revenons à la base. C'est quoi une tendance séculaire? Alors c'est pas juste une idée à la mode, c'est pas une rumeur de marché, c'est encore moins un effet de buzz comme on en voit passer toutes les semaines sur Twitter ou BFM. Une tendance séculaire, c'est un mouvement de fond, un truc profond, lent, parfois invisible au départ, mais qui transforme l'économie sur plusieurs décennies. En général, c'est lié à des facteurs ultra puissants, donc le vieillissement de la population par exemple, ou le progrès technologique, les changements de mode de vie, ou encore les besoins environnementaux ou les tensions géopolitiques. Ces tendances sont prévisibles, ancrées dans des faits solides, elles ne dépendent pas d'un gouvernement ou d'un effet de mode. Elles avancent lentement mais sûrement. Maintenant, il ne faut pas confondre ça avec une tendance court terme, genre les marchés qui montent ou baissent sur quelques semaines, influencés par un tweet ou une réunion de la Fed, ou par exemple un cycle économique. Donc un cycle économique, ça c'est une alternance classique entre croissance, crise, reprise, qui dure souvent sur 5 à 10 ans. La tendance séculaire, elle, traverse plusieurs cycles économiques, elle est beaucoup plus profonde. Donc un exemple simple, on peut par exemple prendre le passage du cash au paiement numérique. Donc regarde autour de toi, tu paies encore en espèces aujourd'hui? Rarement, quasiment tout le monde utilise la carte bancaire, et d'ici 10 ou 15 ans, ce sera probablement terminé dans beaucoup de pays. C'est pas une mode, c'est une transformation de fond et mondiale. Et en tant qu'investisseur long terme, si tu repères ces vagues avant tout le monde et que tu places ton argent dans leur direction, tu mets toutes les chances de ton côté pour profiter de leur croissance durable année après année. Parce que nager à contre-courant, c'est fatigant. Mais investir dans le bon courant, ça peut t'emmener très loin. Bon, maintenant que tu sais ce qu'est une tendance séculaire, la vraie question c'est comment tu fais la différence entre une vraie vague de fond et un simple buzz passager. Parce qu'on est d'accord, des tendances, il y en a partout. Un jour c'est le métaverse, le lendemain c'est les NFT, puis ça disparaît. Mais une vraie méga tendance, ça tient la route, et voilà comment tu peux la reconnaître. Donc une méga tendance, elle touche des millions, voire des milliards de personnes. Si c'est juste un petit truc de niche ou réservé à une minorité ultra connectée, c'est probablement pas une tendance globale. Donc par exemple, le passage au mobile dans les années 2000 ou l'essor du e-commerce. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et on commande tous nos courses en ligne. Ensuite, second point, elle est soutenue par des données solides. Donc des rapports officiels, des chiffres démographiques ou encore des plans stratégiques gouvernementaux. Bref, c'est pas juste une intuition, tu dois pouvoir la justifier avec des faits. Donc par exemple, le vieillissement de la population, c'est documenté par l'ONU, ou encore tu as l'objectif Net Zero 2050. Donc ça, c'est un engagement de dizaines d'États. Donc c'est vraiment prouvé par des données solides. Le troisième point, c'est que cette tendance transforme durablement les comportements. Donc une vraie méga tendance change la manière dont on vit, consomme, travaille ou investit. Alors par exemple, le cloud a complètement modifié la façon dont les entreprises gèrent leurs données. C'est un changement structurel. Quatrième point, elle s'inscrit dans le temps long. Donc ce n'est pas une hype qui fait x10 en 6 mois pour s'éteindre ensuite. C'est une vraie tendance qui se déploie sur 10, 20 ou parfois 30 ans. Elle résiste aux crises, elle s'adapte. Donc un exemple concret aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ça fait des années qu'on en parle, mais depuis 2023, l'intelligence artificielle générative a passé un cap. Elle est en train de transformer la santé, la productivité, l'éducation, la cybersécurité. Bref, elle touche quasiment tous les domaines. Et est-ce que c'est juste une bulle? Peut-être pour certaines boîtes, mais la technologie en elle-même, elle va clairement impacter des pans entiers de l'économie. Et dernier conseil, ne te fie pas uniquement aux médias ou à la popularité sur les réseaux, prends toujours un pas de recul et pose-toi ces 4 questions. Cherche des chiffres, des preuves et du concret. Parce qu'en investissement, mieux vaut rater un buzz que se planter sur une illusion. Alors pourquoi c'est pertinent d'investir avec les tendances séculaires? Tu sais, en bourse, même une super entreprise peut stagner pendant des années, si elle évolue dans un secteur qui décline. A l'inverse, même une boîte moyenne peut exploser si elle est bien placée sur une méga tendance.
C'est pas de la magie, c'est juste du bon sens économique. L'argent va là où la croissance est. Et cette croissance, elle se concentre là où les besoins explosent, là où les habitudes changent, là où les innovations s'imposent. C'est exactement ce que sont les tendances séculaires. Voilà, par exemple, un exemple tout simple. Tu préfères investir dans une entreprise qui vend des journaux papier ou dans une boîte qui fournit des solutions cloud aux hôpitaux et aux banques, par exemple. Donc Peter Lynch, un des plus grands investisseurs de tous les temps, disait: si tu veux doubler ton argent en bourse, cherche les entreprises qui surfent sur des vagues massives. Et ces vagues, ce sont les grandes tendances de fond. Si tu investis dans leur sens, t'as le vent dans le dos. Si tu les ignores, même une bonne action peut stagner. Imagine un surfeur, peu importe à quel point il est doué, s'il n'y a pas de vague, il n'ira nulle part. Mais s'il repère la bonne vague au bon moment, là il peut aller très loin avec peu d'efforts. Et c'est exactement ce que font les investisseurs intelligents. Ils cherchent où se dirigent les grandes transformations du monde. Et ils positionnent leur portefeuille avant que tout le monde y aille. Bref, investir avec les tendances séculaires, c'est pas un pari, c'est une stratégie, une façon de capter la vraie croissance de demain au lieu de courir après celle d'hier. Voyons maintenant les 7 méga-tendances du moment. Donc on commence par l'IA générative. Donc l'IA, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, l'intelligence artificielle générative, pardon, c'est cette forme d'intelligence artificielle qui est capable de créer du contenu original, donc des textes, images, musique, code, vidéo, etc. Elle repose sur des modèles, comme le plus connu qui est GPT, ou DALL-E, qui sont capables de comprendre des instructions humaines et de produire des résultats bluffants. Mais au-delà de l'effet waouh, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie est en train de s'intégrer partout, dans les entreprises, les logiciels, l'éducation, le médical, la cybersécurité. Et depuis 2023, l'intelligence artificielle a pris une dimension totalement nouvelle. Ce qui était réservé à quelques chercheurs est devenu un outil utilisé par des millions de personnes tous les jours. Donc, si on prend des entreprises comme OpenAI, Google, Meta, Microsoft, tous investissent des milliards pour développer cette technologie. En entreprise, l'intelligence artificielle est utilisée pour rédiger des rapports, analyser des données, coder, automatiser des process. Dans l'éducation, par exemple, elle permet un apprentissage personnalisé à très grande échelle. Et ce n'est que le début. D'après une étude de PwC, l'intelligence artificielle pourrait générer jusqu'à 15 700 milliards de dollars de gains économiques d'ici 2030. C'est gigantesque. Donc voici quelques entreprises qui sont exposées à cette tendance. Donc parmi les plus connus, on a Nvidia, donc, qui est un fournisseur de puces GPU, donc qui est indispensable à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Son chiffre d'affaires a complètement explosé grâce à la demande massive en data center. Ensuite, on peut prendre l'exemple de Palantir, qui est un acteur clé de l'analyse de données avec une plateforme d'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les gouvernements et les grandes entreprises. On peut également parler de Microsoft, qui est un investisseur stratégique dans OpenAI, mais aussi intégrateur d'intelligence artificielle dans toutes ces suites de logiciels, donc Outlook, Teams, etc. Et enfin, on peut terminer par ASML et TSMC, qui eux sont des entreprises vraiment en amont de la chaîne. C'est des entreprises qui produisent l'infrastructure matérielle qui rend possible toute cette révolution. Donc quelques points de vigilance sur l'intelligence artificielle, puisque on peut considérer ça comme une mode, c'est sexy, mais il faut faire attention à ne pas investir aveuglément dans tout ce qui contient le mot AI ou intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de hype et de spéculation, et toutes les entreprises n'ont ni la technologie ni les moyens de suivre la course. De plus, la régulation arrive, et l'Union européenne, les États-Unis, la Chine veulent encadrer les usages, la protection des données, ainsi que les biais algorithmiques. Donc oui, c'est une tendance majeure, mais il faut choisir les bons acteurs, ceux qui ont de la tech, des données et une infrastructure solide, et un vrai modèle économique derrière. On enchaîne avec le cloud computing. Donc qu'est-ce que c'est? Avant, pour stocker ou traiter des données, une entreprise devait avoir ses propres serveurs, son matériel, ses salles climatisées, etc. Aujourd'hui, tout ça est externalisé dans le cloud. Le cloud computing, c'est simplement l'accès à des ressources informatiques via Internet. Donc stockage, puissance de calcul, base de données, intelligence artificielle, tout ça externalisé. Et ce cloud, il repose sur les data centers géants, ultra sécurisés, capables de faire tourner des millions d'applications. Résultat, les entreprises peuvent scaler plus vite, être plus flexibles et réduire leurs coûts fixes. Et à la base de tout ça, il y a une ressource ultra précieuse, les données. C'est le pétrole numérique du XXIe siècle. Et pourquoi c'est puissant en 2025 justement? Eh bien, le cloud est devenu une infrastructure vitale, comme l'électricité ou l'eau.
L'intelligence artificielle générative, dont on a parlé juste avant, a des besoins énormes en calcul, et tout passe par le cloud. Ensuite, on peut parler du télétravail, du e-commerce, de la finance, la santé, l'industrie, et tout devient dépendant du cloud. D'après Gartner, les dépenses mondiales en services cloud dépasseront 680 milliards de dollars en 2025. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter, tiré par l'explosion des données générées chaque jour, par les besoins en cybersécurité, ainsi que les outils de collaboration en ligne. Bref, sans cloud, plus rien ne tourne aujourd'hui sur Internet. Maintenant, on va voir quelques entreprises qui sont exposées à cette tendance. Donc il y a Amazon avec AWS, qui est le leader incontesté du marché, avec près de 30% de part de marché mondial du cloud, donc une vraie machine à cash. Ensuite, il y a Microsoft avec Azure, qui est le numéro 2, avec une offre cloud intégrée à tout son écosystème. Ensuite, il y a Google Alphabet avec Google Cloud, qui lui est le numéro 3, qui est très utilisé pour les services d'intelligence artificielle et le traitement de données. Ensuite, on peut également parler de Snowflake, qui est une société spécialiste du stockage et de l'analyse de données dans le cloud, avec une croissance impressionnante. Ou encore Datadog, beaucoup moins connu, mais qui est une entreprise qui permet de surveiller les performances et la sécurité des infrastructures cloud. Donc un point de vigilance sur cette tendance, le cloud c'est un business d'échelle, mais aussi une guerre de titans. Les coûts sont colossaux, entre les constructions de data centers, la consommation d'énergie, la maintenance, etc. Et la compétition justement est ultra intense entre les GAFAM. Donc pour un investisseur, ça veut dire qu'il faut se focaliser sur les acteurs dominants qui ont la taille critique pour rester rentables. Il faut surveiller les marges d'exploitation, puisque certains services cloud perdent encore de l'argent. Ensuite, il faut garder un œil sur les réglementations autour des données, donc protection, souveraineté, RGPD, etc. Mais une chose est sûre, le cloud n'est pas une mode, c'est l'infrastructure invisible qui fait tourner l'économie numérique aujourd'hui. On enchaîne ensuite avec la troisième tendance qui est la cybersécurité. Donc forcément, plus on devient connecté, plus on devient vulnérable. Et que ce soit ton compte bancaire par exemple, ou les serveurs d'un hôpital, les bases de données d'un ministère, ou encore les outils de l'entreprise, tout est exposé. La cybersécurité, c'est tout ce qui permet de protéger les données, les systèmes et les infrastructures contre les cyberattaques. Donc les cyberattaques telles que les vols de données, les ransomware, les piratages d'objets connectés, les attaques d'État, etc. Et aujourd'hui, aucune organisation ne peut fonctionner sans sécurité informatique. C'est devenu un enjeu vital. Et en 2025, on est en pleine explosion des menaces numériques. Quelques statistiques, une entreprise se fait attaquer toutes les 39 secondes. Les cyberattaques coûtent à l'économie mondiale plus de 10 000 milliards de dollars par an. L'intelligence artificielle rend les attaques plus rapides, plus sophistiquées et plus difficiles à détecter. Et pendant ce temps, le cloud, les objets connectés, les voitures autonomes, les villes intelligentes, etc. ouvrent de nouvelles portes aux hackers. La cybersécurité devient donc un secteur stratégique, économique, technologique, mais aussi géopolitique. Elle est désormais prioritaire pour les entreprises, les États et même les particuliers. Donc quelques entreprises exposées à cette tendance, on a par exemple CrowdStrike, qui est spécialisé dans la protection des endpoints, donc tout ce qui est ordinateur-serveur, qui est une entreprise connue notamment pour sa solution Falcon, basée sur l'intelligence artificielle. On peut également parler de Palo Alto Networks, qui est un acteur majeur de la cybersécurité réseau, utilisé par de nombreuses grandes entreprises et gouvernements. On peut également parler de Zscaler, qui est une pionnière du Zero Trust, donc c'est une nouvelle approche de la sécurité cloud native. On peut également parler de Fortinet, qui est une solution qui propose des solutions de sécurité pour les PME, les grandes entreprises, avec un très bon équilibre entre performance et prix. Et enfin, une petite dernière, Okta, qui est spécialiste de l'authentification et de la gestion des identités numériques. Donc en point de vigilance sur ce secteur, sur cette tendance, c'est un marché qui est ultra porteur, mais il faut rester sélectif. Beaucoup d'acteurs ne sont pas encore rentables ou vivent de levée de fonds. La concurrence est féroce, avec une course constante à l'innovation, et comme dans tous les secteurs technologiques, les valorisations peuvent être très élevées. Donc la cybersécurité, c'est pas juste un investissement à la mode, c'est un besoin croissant, non négociable et structurel. Mais comme toujours, il faut analyser les fondamentaux et la qualité du management et la capacité d'adaptation à long terme. Ensuite, on passe à la tendance numéro 4, qui sont les paiements numériques et la disparition du cash. Donc les paiements numériques, pour le coup, je pense qu'on est tous passés par là. Ça nous arrive de moins en moins souvent de payer en liquide,
Et le cash est clairement en train de disparaître doucement mais sûrement. On assiste à une révolution silencieuse dans notre façon de payer, avec les cartes sans contact, les paiements mobiles, les wallets numériques comme Apple Pay ou Google Pay. Et résultat, de plus en plus de transactions se font sans billets, sans pièces, sans banque physique, et ça ne concerne pas que les jeunes ou les geeks, c'est un phénomène mondial. Et en 2025, on est en plein dans l'explosion des paiements numériques. Selon Statista, plus de 70% des transactions mondiales devraient se faire par voie digitale d'ici 2026. Et pour le coup, la pandémie a vraiment accéléré cette tendance. Les banques centrales réfléchissent activement à créer leur propre monnaie numérique. Les fintechs bousculent les banques traditionnelles avec des solutions rapides, simples et mobiles. Et ce qui est puissant, c'est que cette tendance touche à la fois les pays développés, mais aussi les pays émergents. En Inde, en Afrique, en Asie, les paiements par mobile explosent, parfois sans même passer par la carte bancaire. Donc on peut parler des grandes entreprises qui sont exposées à cette tendance, pardon. Donc on peut penser à Visa et Mastercard, forcément, les deux géants du paiement numérique. Donc c'est des entreprises qui ne prêtent pas d'argent, mais qui prennent une petite commission sur chaque transaction. Résultat, donc des revenus stables et massifs. On peut également penser à PayPal, donc un pionnier des paiements en ligne. Avec fort de plus de 400 millions de comptes actifs, il continue d'innover. On peut également parler de Adyen, donc une société néerlandaise qui est ultra performante, spécialisée dans les solutions de paiement pour les entreprises. Ou encore donc Block, donc qui est ex-Square, donc qui propose une intégration du paiement dans l'écosystème mobile, notamment pour les petits commerces. Et enfin, on peut également parler d'Apple, ou même de Google et Amazon, avec Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay. Donc point de vigilance pour cette tendance, c'est que oui, le digital remplace le cash, mais attention à plusieurs choses. D'abord, la réglementation. C'est un secteur qui est surveillé de très près, pour tout ce qui est fraude, blanchiment, données personnelles, etc. Donc un changement légal peut freiner certains modèles. Ensuite, la concurrence, puisque de nouveaux entrants débarquent chaque année, souvent très innovants. Et enfin, certaines entreprises ne sont pas encore profitables malgré une forte croissance. Donc comme toujours, dans une méga tendance, le terrain est porteur, mais il faut choisir les bons chevaux. On enchaîne avec la tendance numéro 5, donc tout ce qui est e-commerce et logistique, donc qui est vachement lié donc, au paiement numérique, puisque acheter en ligne est devenu un réflexe aujourd'hui. En un clic et 48 heures plus tard, ton colis est chez toi. Derrière cette simplicité apparente, il y a vraiment une révolution profonde dans la manière de consommer et une transformation gigantesque de toute la chaîne logistique mondiale. Le e-commerce, c'est la vente de biens et services via Internet. Et la logistique, c'est tout ce qui permet de stocker, transporter et livrer ses produits rapidement et efficacement. Et aujourd'hui, ces deux mondes sont totalement liés. Sans une logistique rapide et optimisée, le e-commerce ne peut pas tenir ses promesses. Et pourquoi c'est puissant aujourd'hui? Eh bien, parce que depuis la pandémie, le e-commerce est passé de complément à indispensable. En 2025, il représente déjà plus de 20% du commerce de détail mondial, et ce chiffre continue de grimper. Ce qui rend cette tendance si puissante, eh bien, c'est l'évolution irréversible des habitudes d'achat. Mobilité, gain de temps, confort. Donc pouvoir commander depuis son canapé, forcément, c'est un véritable confort. Ensuite, on peut parler de l'essor du mobile, forcément, et des réseaux sociaux, comme nouveau point de vente. Ensuite, il y a la recherche constante de livraison plus rapide, voire même maintenant en quelques heures, Amazon est capable, dans certaines villes aux États-Unis, Amazon livre en quelques heures. Et ensuite, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des stocks, des itinéraires et des prévisions de demande pour une logistique toujours plus efficace. Donc en parallèle, la logistique devient de plus en plus automatisée avec des robots d'entrepôt, des drones, des logiciels d'optimisation. Et tout ça pour gagner toujours plus de temps et livrer toujours plus vite. Donc quelques entreprises exposées à cette tendance, donc, comme je disais juste avant, donc Amazon est clairement le géant mondial e-commerce, cloud, logistique intégrée, c'est une machine parfaitement huilée. Ensuite, il y a Shopify, donc, qui est une plateforme e-commerce qui permet à n'importe quelle marque de vendre en ligne, avec un énorme écosystème d'applications. Ensuite, il y a peut-être un peu moins connu, mais il y a Mercado Libre, qui lui est le Amazon, mais d'Amérique latine, donc avec une présence massive au Brésil, en Argentine, au Mexique. Ensuite, pour l'équivalent asiatique, donc, qui est Alibaba, avec une logistique très avancée et des capacités impressionnantes. Encore moins connu, on peut par exemple parler de Coupang, donc, qui est en Corée du Sud, et qui est connu pour sa livraison ultra rapide, avec une intégration logistique très poussée. Ou encore d'autres entreprises comme JD Logistics ou FedEx,
qui eux sont côté logistique pur, c'est des acteurs exposés à la demande croissance d'efficacité. Donc en point de vigilance sur cette tendance, donc le e-commerce c'est sexy, mais attention à ne pas se laisser aveugler. Les marges sont souvent très faibles. Entre le coût de l'acquisition client, la logistique, les retours, ça peut vite grignoter la rentabilité. Ensuite, il y a clairement une pression concurrentielle, surtout avec l'entrée de nouveaux acteurs et la montée de la publicité payante. Et enfin, la logistique coûte cher. Entre les entrepôts, le personnel, les transports, ce n'est pas un jeu sans friction. Du coup, il faut bien regarder les économies d'échelle, la capacité d'innovation logistique et la fidélisation client. Car dans ce secteur, seuls les plus agiles et les plus solides financièrement survivront sur le long terme. On enchaîne avec la 6e tendance, donc la publicité digitale. Donc la publicité digitale, c'est tout ce que tu vois sur internet pour te donner envie d'acheter quelque chose. Donc les publicités ciblées sur YouTube, les bannières sur les sites, les posts sponsorisés sur Instagram, les recommandations produits dans ton fil Amazon, par exemple, et plein d'autres. Donc ce marché a totalement bouleversé la publicité traditionnelle. Aujourd'hui, on ne balance plus un spot à la télé en espérant que quelqu'un le voit. Grâce aux données, les marques peuvent cibler ultra précisément âge, lieu, intérêt, comportement. Donc résultat, c'est un taux d'efficacité beaucoup plus élevé et des investissements massifs dans ce canal. En 2025, la publicité digitale est devenue le canal dominant dans la majorité des pays développés. Elle représente déjà plus de 65% des dépenses publicitaires mondiales. Et plusieurs facteurs expliquent cette domination. Donc forcément l'explosion de l'usage mobile et des réseaux sociaux, un e-commerce en pleine croissance, et les capacités de ciblage toujours plus fines grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, une migration des budgets publicités depuis les médias traditionnels vers justement les médias digitaux. Donc ce n'est plus juste une tendance tech, c'est l'infrastructure marketing de la plupart des entreprises du monde. Donc voici maintenant quelques entreprises qui sont exposées à cette tendance. Donc il y a Google, donc Alphabet, qui est le leader mondial grâce à YouTube, la recherche Google et ses réseaux display. Ensuite, donc, il y a Meta, avec ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et l'application WhatsApp, qui sont ultra puissants sur le ciblage comportemental. On a également Amazon, qui est souvent sous-estimé, mais sa régie publicitaire est devenue la 3e au monde, boostée par la data du e-commerce. On peut également, par exemple, parler de The Trade Desk, qui est un acteur indépendant spécialisé dans l'achat programmatique, avec une plateforme technologique très avancée. Et enfin, d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, Pinterest, TikTok, qui eux forcément cherchent à aussi monétiser l'attention via la publicité sur leur plateforme. Donc en point de vigilance sur cette tendance, donc c'est un marché très rentable, mais pas sans risque, puisqu'il est extrêmement dépendant au contexte économique. En cas de ralentissement, les entreprises coupent souvent en premier dans les budgets publicitaires. Ensuite, la saturation des espaces publicitaires rend la compétition plus dure et fait grimper les coûts d'acquisition. Et la fin progressive des cookies tiers combinée à une réglementation plus stricte, donc RGPD, iOS 14, etc., pousse les acteurs à réinventer leur modèle de ciblage. Donc en résumé, la publicité digitale reste une tendance structurelle, mais c'est un marché en mutation permanente où seuls les plus agiles continueront à tirer leur épingle du jeu. Et enfin, pour terminer sur la 7e tendance, c'est tout ce qui est streaming et consommation à la demande. Donc je suppose que tu as remarqué qu'on ne regarde plus la télé comme avant. Aujourd'hui, si tu veux voir un film, une série, un documentaire, tu ouvres ton application préférée et tu regardes ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. C'est ça la consommation à la demande. Et le streaming, c'est la technologie qui permet justement de diffuser ce contenu en ligne sans téléchargement. Et ce changement ne touche pas que les films ou les séries, il impacte aussi la musique. Donc on peut penser à Spotify ou Apple Music, l'éducation, avec tout ce qui est cours en ligne à la demande, les jeux vidéo avec le cloud gaming, et même le sport en direct, avec donc DAZN ou Amazon Prime, YouTube, qui retransmettent de plus en plus de sport en live. Donc, c'est une tendance qui est ancrée depuis plusieurs années, mais en 2025, elle s'est clairement institutionnalisée. En 2023, le streaming vidéo a dépassé la télévision linéaire dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis et en France. Le temps moyen passé à regarder des contenus à la demande a explosé, notamment sur mobile, et les plus jeunes générations ne regardent presque plus la télé traditionnelle. Et ça ne s'arrête pas là. Grâce à l'intelligence artificielle, les plateformes peuvent proposer du contenu ultra personnalisé, renforcer l'engagement et mieux monétiser. En parallèle, la qualité technique s'améliore. On peut penser à la 4K, à la 8K maintenant et le son spatial. Et tout ceci rendant l'expérience utilisateur encore plus immersive.
Donc, par rapport à cette tendance, on peut penser à des entreprises comme Netflix, qui est forcément le pionnier du streaming. Il investit massivement dans dans ses propres productions et dans son expansion mondiale. Ensuite, il y a toujours Google, donc avec YouTube, qui est une plateforme incontournable avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, et donc monétisé par la publicité et les abonnements. Ensuite, on retrouve également Amazon avec Prime Video, donc qui était intégré à l'écosystème Prime avec des productions originales et du sport en live. On peut également maintenant penser à Disney+, qui a une croissance vraiment rapide avec un catalogue très marqué, très fort, avec des licences comme Marvel, Star Wars, Pixar, etc. Ensuite, on peut penser à Spotify, donc pour tout ce qui est musique et podcast, qui est dans une logique de consommation à la demande. Et enfin, on peut penser à d'autres entreprises un peu moins connues, mais comme Roku, Tencent Video ou DAZN, qui sont d'autres acteurs globaux ou spécialisés sur des niches, dans tout ce qui est consommation à la demande. Donc point de vigilance pour ce domaine, c'est un secteur en plein boom, mais il est loin d'être facile. Il y a une guerre féroce pour le contenu, la création de contenu. Donc chaque plateforme doit produire ou acheter des programmes exclusifs, ce qui coûte très cher. Ensuite, la fidélité des abonnés est relativement faible. Beaucoup s'abonnent juste pour une série, puis se désabonnent. Et la rentabilité n'est pas acquise pour tout le monde. Certaines plateformes brûlent encore beaucoup de cash. Bref, la tendance est solide, la demande est là, mais pour investir intelligemment, il faut repérer les acteurs capables de se différencier, de fidéliser et de rentabiliser leur catalogue sur le long terme. Donc pour finir cette vidéo, on va parler du plan d'action pour l'investisseur particulier. Donc on vient de voir l'ensemble des 7 grandes méga-tendances qui, selon moi, vont façonner les marchés pour les années à venir. Donc on a parlé de l'intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité, du e-commerce, des paiements numériques, de la publicité digitale et du streaming à la demande. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment tu fais, toi, en tant qu'investisseur particulier, pour en tirer parti intelligemment. Donc pas besoin d'être analyste professionnel ou d'avoir 10 heures par jour à consacrer à la bourse, il suffit d'une méthode simple et régulière. Voilà comment je te conseille de procéder. Donc première étape, donc vraiment identifier la tendance. Commence par observer autour de toi, qu'est-ce qui change dans ton quotidien, quelles nouvelles habitudes se répandent, qu'est-ce qui attire les investissements des États ou des géants de la technologie. Tu peux t'appuyer sur des rapports, par exemple de McKinsey, PwC, Statista, etc. Ou encore des actualités économiques ou même de ton bon sens. L'idée c'est de repérer les grandes vagues avant qu'elles ne deviennent des tsunamis visibles pour tout le monde. Ensuite, deuxième étape, il faut trouver les leaders. Donc une fois la tendance identifiée, cherche qui mène la danse, quelles sont les entreprises incontournables dans le secteur, qui innovent, qui gagnent des parts de marché. Donc il peut s'agir de leaders mondiaux, comme par exemple Amazon ou Nvidia, ou d'acteurs beaucoup plus spécialisés, plus discrets, mais très bien positionnés. Donc par exemple, comme on a parlé avant, on peut parler d'Adyen pour les paiements numériques ou CrowdStrike pour la cybersécurité. Ensuite, la troisième étape, c'est de vérifier les fondamentaux. Donc il faut regarder les bases financières de l'entreprise, donc est-elle rentable, son chiffre d'affaires progresse-t-il régulièrement, est-ce qu'elle dégage du cash. Parce que même si l'entreprise est bien positionnée dans une méga tendance, elle doit avoir un vrai modèle économique derrière, sinon c'est juste de la hype. Quatrième étape, donc comprendre l'activité. Puisque investir, c'est pas jouer au loto. Il faut prendre le temps de comprendre ce que fait l'entreprise. Même si tu ne deviens pas expert, essaie de répondre à ces questions. Comment l'entreprise gagne de l'argent, à qui elle vend, et quelle est sa proposition de valeur. Plus tu comprends, plus tu investis avec confiance, et moins tu paniques quand ça bouge. Et enfin, cinquième et dernier point, il faut suivre l'évolution des parts de marché. Une entreprise qui réussit à gagner du terrain, dans son secteur année après année, c'est bon signe. Même si le secteur est porteur, ce qui compte, c'est la position relative de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Tu peux suivre ça dans les rapports annuels, les publications trimestrielles, ou des sites comme Morningstar, ou même sur Yahoo Finance par exemple. Enfin, surtout, sois rigoureux. Il faut pas besoin d'avoir 50 actions. Une dizaine d'actions bien choisies, achetées à un prix juste dans des tendances solides, avec un suivi régulier, ça peut largement suffire. Ce qui compte, c'est la rigueur. Il faut lire, t'informer, ajuster au fil du temps. Tu n'as pas à tout faire en une semaine, mais si tu avances un peu chaque mois, tu construiras un portefeuille solide, aligné avec le futur. Et ça, c'est la vraie force d'un investisseur long terme. Donc voilà, tu connais maintenant les 7 méga tendances qui, selon moi, vont façonner les marchés financiers pour les années à venir. Si tu veux bâtir un portefeuille solide pour les 10 ou 20 prochaines années,
Pour moi, c'est dans ces courants-là que tu dois apprendre à naviguer. Et comme on l'a vu, t'as pas besoin d'être un expert. Il suffit d'être curieux, régulier et de suivre une méthode simple. Si tu veux que je t'aide à aller plus loin, inscris-toi à ma newsletter gratuite, le lien est juste en dessous. Chaque semaine, je t'envoie un suivi des marchés, des analyses d'actions ou d'ETF long terme, des idées concrètes d'investissement liées à ces tendances. Et maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 7 tendances pour toi laquelle de ces 7 tendances pour toi va vraiment exploser dans les années à venir. Quelle est celle qui t'intrigue le plus, celle sur laquelle tu veux des noms ou des chiffres du concret pour la suite dans les prochaines vidéos. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si tu l'as aimé, pense à t'abonner, à laisser un petit like, et à partager également. Allez, merci beaucoup, à très vite pour la suite.